Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Noël, je suis votre conférencier pour la maladie infectieuse sur cette conférence de DCEM2 où on va essayer d'insister sur les points les plus importants à apprendre en DCEM2 dans cette thématique et notamment sur quelques questions un petit peu épineuses qui pourront vous servir par la suite. Dans le premier dossier, qu'on va commencer tout de suite, vous avez un homme de 45 ans qui se présente aux urgences où vous suspectez une pneumopathie. À la première question, on vous demande quels arguments vous recherchez pour un tel diagnostic. Dans ce type de questions, il faut être systématique. Les arguments à rechercher sont toujours les mêmes. Le premier sont des arguments d'interrogatoire. L'interrogatoire, il faut qu'on essaye de préciser le mode de début du syndrome présenté par votre malade. En l'occurrence, est-ce que c'est un début aigu ou un début plutôt insidieux? Dans un contexte de pneumopathie, ça peut changer un petit peu la donne, c'est-à-dire que typiquement la pneumopathie à pneumocoque va être un début souvent très aigu. À l'inverse, les pneumopathies à germes intracellulaires sont des pneumopathies à début beaucoup plus subaigus sur plusieurs jours, souvent d'ailleurs moins fébriles. Les signes d'orientation sont également importants. Il faut aller rechercher des signes d'orientation, notamment des signes fonctionnels respiratoires qui vont être une toux, dont on doit préciser le caractère productif ou non, d'aller chercher une dyspnée associée, d'aller chercher des signes de gravité respiratoire comme une hémoptysie notamment, donc des crachats de sang. D'ailleurs, chercher également des signes de gravité généraux à l'interrogatoire. Est-ce que depuis quelque temps, il se sentait moins bien? Est-ce qu'il y a eu une perte de poids? Est-ce qu'il y a des signes de malaise, par exemple, ou des signes neurologiques? Est-ce qu'ils se présentent de manière confuse quand vous l'interrogez? Ce qu'il faut également aller rechercher, qui va être comme valeur d'orientation sur le germe éventuel, sont les antécédents de votre patient. Notamment, est-ce qu'il y a des facteurs favorisant certains germes, donc des antécédents d'immunodépression humorale, c'est-à-dire une splénectomie, une maladie hématologique avec un défaut de production des anticorps qui pourrait être un facteur de risque pour des infections à germes comme le pneumocoque, qu'on appelle des germes encapsulés. Est-ce qu'il y a également d'autres facteurs de risque respiratoires? Typiquement, une bronchopneumopathie chronique obstructive chez un patient fumeur va appeler certains germes en particulier. Est-ce que également il y a d'autres facteurs de risque pour d'autres infections, notamment des germes encapsulés, on en a parlé, des virus également, la grippe, et là il faut aller préciser le statut vaccinal contre le pneumocoque, les germes encapsulés de manière générale, et la grippe également. Enfin, sur les antibiothérapies ultérieures, il faut toujours penser à poser une question à votre malade qui est: a-t-il eu une antibiothérapie dans les semaines ou les mois précédents, et notamment une antibiothérapie par amoxicilline dans le cadre d'un pneumocoque d'éventuelle sensibilité diminuée à la pénicilline. Concernant les autres arguments, il faut aller faire un examen physique. L'examen physique doit prendre les constantes et rechercher des signes de gravité respiratoire, donc la saturation, la fréquence respiratoire font partie des éléments pronostiques chez votre malade. Les signes de gravité hémodynamique, vous aviez ici l'énoncé qui vous donnait une partie des éléments, mais il faut rechercher notamment des signes de choc, c'est-à-dire des marbrures, une hypotension, une tachycardie, un malaise, et puis des signes de gravité neurologique également, donc une confusion et voire éventuellement un patient dans le coma, ce qui a priori ne semble pas être la présentation ici. Dans la fin de l'examen physique, il faut également faire une auscultation pulmonaire. Cette auscultation pulmonaire doit rechercher les critères pour un foyer de pneumopathie. Notamment, si on est dans le cadre d'un pneumocoque, ce sera un foyer de crépitant qui sera souvent très localisé, qu'on retrouvera ensuite à la radiographie avec un argument qui est un souffle tubaire. Si à l'inverse, on est plutôt sur une pneumopathie d'allure intracellulaire ou à germe atypique, on aura beaucoup plus des foyers bilatéraux qui seront avec des sous-crépitants, donc plutôt d'allure bronchiolaire cette fois-ci, et beaucoup moins cette thématique très bruyante de la pneumopathie à pneumocoque. À la deuxième question, on vous demande les examens complémentaires que vous allez pratiquer. Ces examens complémentaires, vous pouvez toujours les découper en 3 catégories. La première catégorie sont les examens biologiques entre guillemets usuels que vous devez pratiquer, et notamment dans une suspicion de syndrome infectieux comme ici, d'aller rechercher un syndrome inflammatoire biologique. Vous allez faire une numération formule sanguine à la recherche d'une hyperleucocytose. Vous allez faire également un dosage de la C-réactive protéine, de la CRP, qui sera élevé dans le cas d'un syndrome inflammatoire. Vous allez ensuite regarder le retentissement d'organes éventuels en pratiquant une recherche d'une insuffisance rénale, un ionogramme sanguin à la recherche d'une hyponatrémie qui peut être associée, notamment dans les pneumopathies, sont des SIADH, donc des excès d'eau dans le secteur intracellulaire qui vous donne une hyponatrémie, et faire un bilan hépatique à la recherche d'un retentissement sur votre foie, donc notamment d'une cytolyse.
Enfin, la question des gaz du sang sur la partie biologique se pose toujours. Est-ce qu'il faut faire des gaz du sang chez n'importe quel malade qui se présente avec une pneumopathie? La réponse est double. S'il a des signes de gravité hémodynamique, oui, à la recherche notamment d'une insuffisance circulatoire dont pourrait témoigner une acidose, donc un pH abaissé avec des lactates dans le sang. Le deuxième argument, c'est à visée respiratoire. On pourrait pratiquer des gaz du sang pour rechercher éventuellement une hypoxie s'il désaturait ou une hypercapnie, notamment chez un malade bronchopathe. La deuxième catégorie d'examens complémentaires qu'on va pratiquer sont les examens à visée bactériologique chez votre malade, qui sont fondamentaux. Une suspicion de pneumopathie, ça doit toujours comprendre un examen cytobactériologique des crachats avec une analyse du germe, une analyse de l'antibiogramme de votre germe et éventuellement, si notamment c'est un pneumocoque, une analyse de la CMI, la concentration minimale inhibitrice des antibiotiques et en particulier une CMI à l'amoxicilline dans le cadre de la pneumopathie à pneumocoque. À visée bactériologique, il faut également faire de manière assez systématique une antigénurie pneumocoque et une antigénurie légionnelle. Vous faites systématiquement des hémocultures qui, si elles sont positives, témoigneront d'une bactériémie qui sera un facteur pronostic de gravité. Et dans le même cadre de figure, vous pouvez faire un ECBU. Le CBU, à la différence de l'antigénurie pneumocoque, vous retrouve le germe en entier qui serait donc excrété dans le cadre d'une bactériémie cette fois-ci. Enfin, la troisième catégorie d'examens complémentaires sont les examens morphologiques sur ce type de patient avec une suspicion de pneumopathie. Donc vous devez pratiquer une radiographie pulmonaire de face et de profil à la recherche d'un foyer infectieux. Oui, j'ai une question. Doit-on faire une ponction lombaire ? Alors, la question de la ponction lombaire dans les présentations de pneumopathie, l'indication, c'est en particulier dans les pneumopathies à pneumocoque, puisque ces pneumopathies peuvent se compliquer de bactériémie avec une localisation méningée, donc de méningite à pneumocoque associée. Ici, on ne vous donne pas, pour l'instant, le type de germe, on ne vous donne même pas encore la confirmation diagnostique, donc l'indication de la ponction lombaire peut se discuter. Dans la pneumopathie à pneumocoque, la ponction lombaire, je mesure, est indiquée quand il y a soit une bactériémie, soit des signes neurologiques qui pourront nous faire penser à une méningite associée. Dans les autres situations de pneumopathie, notamment les pneumopathies à intracellulaires, que ce soit le mycoplasme ou le chlamydia, ou également les pneumopathies virales comme la grippe par exemple, la ponction lombaire d'emblée en tout cas n'est certainement pas indiquée puisqu'on n'attend pas grand-chose de cette ponction, ça ne s'associe pas à des méningites. À la troisième question, on vous dit que vous retrouvez donc à l'interrogatoire un début brutal. Les mots-clés sont très importants sur l'énoncé. Vous avez un début brutal associé à une douleur basithoracique qui est gauche. Il faut toujours penser aux côtés d'une éventuelle pneumopathie. On vous dit que votre patient a présenté des crachats cuivrés et est gêné par un bouton de fièvre et on vous donne une radiographie pulmonaire et on vous demande de l'interpréter. Quand on interprète une radiographie pulmonaire, il faut toujours avoir la même hiérarchisation. La première, c'est de vérifier si la radiographie pulmonaire est bien réalisée. Ici, vous avez une radiographie pulmonaire de face qui, a priori, est bien inspirée, où on voit bien le cadre osseux, puisque les clavicules, les épaules sont bien dégagées, et on voit jusqu'au coupole diaphragmatique, donc elle est prise en entier. Ce qu'il faut ensuite aller interpréter, c'est principalement dans ce dossier-là le parenchyme, où vous avez ici à l'évidence un foyer alvéolaire de pneumopathie qui se situe dans le lobe inférieur gauche et vous voyez sur le côté alvéolaire que c'est un foyer qui est bien systématisé avec un bronchogramme aérien. Ensuite, il faut toujours bien penser à bien analyser le cadre osseux qui ici à l'évidence est normal, le médiastin qui est normal également et les cul-de-sac pleuraux et il y a à l'évidence ici en tout cas pas d'épanchement pleural. Là où c'est important de bien regarder les cul-de-sac pleuraux dans une suspicion de pneumopathie, c'est que les pneumopathies à pneumocoque se compliquent très souvent de pleurésie purulente. Il faut systématiquement rechercher un épanchement pleural associé qui à ce moment-là devra être au minimum ponctionné, voire drainé si on a des arguments, puisque la pleurésie purulente, il y a une inefficacité des antibiotiques, on doit absolument les drainer. Le diagnostic étiologique auquel on pense ici, c'est une pneumopathie franche lobaire aiguë du lobe inférieur gauche, a priori bactérienne et vraisemblablement à pneumocoque. Pourquoi? Les arguments que vous avez ici, c'est un patient qui n'a pas d'antécédent et par argument de fréquence, le pneumocoque est le plus fréquent donc, et également celui qui va vous tuer le plus rapidement.
Le mode de début est très important. Vous avez ici un début brutal qui appelle vraiment le pneumocoque. Et puis les signes associés, la dyspnée est un argument pour la pneumopathie, le syndrome infectieux est un argument pour la pneumopathie. Par contre, les crachats cuivrés, souvent des petits crachats un petit peu rouilles, font partie du diagnostic de pneumocoque. Et la résurgence d'herpès labial est extrêmement importante dans ce diagnostic puisque souvent associée. L'antibiothérapie de première intention, la question 4, que vous prescrivez si on a la confirmation de cette pneumopathie, donc à l'évidence du pneumocoque. Et la deuxième question qui est l'hospitalisation font partie de critères de recommandation. Maintenant, sur des recommandations de la Société de pathologie infectieuse en langue française qui sont issues de 2008, l'antibiothérapie de première intention, devant une suspicion de pneumocoque, c'est l'amoxicilline. L'amoxicilline, puisque c'est l'antibiotique le plus efficace qui doit se prescrire en l'absence de signes de gravité par voie orale, 1 g x 3 par jour pendant une durée de 7 jours. Les mots-clés pour l'internat sont une antibiothérapie probabiliste, par voie orale en l'absence de signes de gravité, à bonne diffusion intraparenchymateuse pulmonaire et active contre le pneumocoque. En l'occurrence, donc l'amoxicilline, préférez toujours citer les DCI. 1 g x 3 par jour, vous devez connaître un minimum les posologies d'antibiothérapie pour une durée totale de 7 jours. Ce qui est très important ici, c'est de préciser qu'il faut l'absence de contre-indication retrouvée à l'interrogatoire, auquel cas, s'il y avait une contre-indication à l'utilisation d'amoxicilline, les autres drogues qu'on peut utiliser sont principalement la piostacine, un dérivé des macrolides qui est le Ketec et éventuellement une fluoroquinolone de 4e génération qui est le Tavanic. Enfin, sur cette question-là, doit-on hospitaliser votre patient? La réponse est en l'absence de critères de gravité qui sont des critères de gravité soit de terrain, c'est-à-dire des comorbidités importantes, l'âge supérieur à 65 ans, ou de présentation, que ce soit de présentation clinique, donc la présentation respiratoire, une désaturation, des signes de gravité hémodynamique, une pression artérielle inférieure à 90 par millimètre de mercure, des troubles de conscience, doivent faire hospitaliser votre malade. Ici, ça n'est pas le cas, donc on pourra complètement envisager de faire le traitement en ambulatoire du malade, la dernière chose importante étant de contrôler l'efficacité de votre traitement à 48 heures. Oui, mais quelles sont les indications d'une bithérapie d'emblée? Alors, les indications de la bithérapie d'emblée dans les suspicions de pneumopathie rejoignent un petit peu tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'un malade qui a une présentation de gravité, qu'elle soit donc de comorbidité, de présentation respiratoire ou de présentation générale, notamment hémodynamique ou neurologique, est une indication à une bithérapie d'emblée. Également, si votre présentation de gravité entraîne l'hospitalisation de votre patient en réanimation ou en unité de soins intensifs. Là, il est illogique d'hospitaliser votre malade en réanimation sans mettre une double antibiothérapie. La dernière question la dernière réponse qui peut reprendre un petit peu les deux critères du dessus, c'est la suspicion d'un autre germe, en particulier d'un germe intracellulaire ou d'une légionnelle qui est un atypique apparenté aux intracellulaires, auquel cas l'amoxicilline n'est pas efficace contre ces germes-là. Il faut mettre une bithérapie quand on n'a pas de certitude avec une présentation respiratoire de gravité. La bithérapie, dans ces cas-là, ce qui est recommandé dans la conférence de consensus de 2008, c'est d'associer une céphalosporine de 3e génération, en l'occurrence le plus souvent la rocéphine, qui a une excellente diffusion intraparenchymateuse pulmonaire, qui a une excellente efficacité contre le pneumocoque et également contre d'autres germes comme l'hémophilus, associé à, en général, un macrolide. Le plus souvent, vous verrez prescrire la rovamicine à 3 millions d'unités x 3 par jour, qui à ce moment-là sera active contre notamment la légionellose et également la suspicion d'atypique. À la 5e question, on vous demande si ça avait changé vos orientations en cas de grippe documentée au préalable, en cas d'alcoolisme associé ou chez une malade polyhospitalisée. En cas de grippe préalable, la réponse est oui, ça aurait changé non pas forcément notre orientation diagnostique, mais en tout cas notre antibiothérapie. La grippe se complique principalement en cas de surinfection bactérienne, de surinfection à pneumocoque, mais également des autres germes de la gorge. Et les autres germes de la gorge sont principalement l'hémophilus, la moraxella, et il peut également y avoir des surinfections de grippe à staphylocoque, le staphylocoque communautaire qui est en général sensible à la méticilline. Dans ces situations-là, il faut absolument avoir la couverture par le clamoxyle
pour le pneumocoque, mais également avoir une couverture par l'acide clavulanique en prime qui rétablit la sensibilité sur l'hémophilus, qui est producteur de pénicillinase, et le staphylocoque communautaire, qui certes est sensible à la méticilline, mais dont la sensibilité de l'amoxicilline est imparfaite. La deuxième sous-question était, est-ce que ça change nos orientations si la patiente est alcoolique? La réponse est oui également. L'alcoolisme, en termes de facteurs de risque infectieux, c'est principalement les germes encapsulés, donc le pneumocoque et le méningocoque qui donnent exceptionnellement des pneumopathies, mais également tous les risques de pneumopathie de déglutition, où vous allez, pareil, avaler tout ce qu'il y a dans l'oropharynx, qui sont, pareil, principalement l'hémophilus, le staphylocoque, auquel cas la couverture antibiotique est également de l'augmentin. Dans ces cas-là, vous utilisez l'augmentin, 1 g x 3 par jour, pour une durée totale de 7 à 10 jours. À la dernière sous-question qui est est-ce que ça change notre orientation soit diagnostique soit thérapeutique si le patient est polyhospitalisé? La réponse est oui pour 2 raisons. La première, c'est est-il ou est-elle polyhospitalisé pour une maladie chronique qui pourrait être un risque notamment d'immunodépression, qui pourrait changer votre orientation sur le germe? Et là, ça dépend un petit peu de l'immunodépression, on l'a vu à la première question. Le deuxième argument chez un malade polyhospitalisé, c'est de se dire est-ce que ce malade polyhospitalisé a reçu du Clamoxyl pendant les semaines ou les mois précédents avec un facteur d'émergence de pneumopathie de sensibilité diminuée à la pénicilline, avec un pneumocoque. Là, 2 possibilités. Soit vous connaissez les comorbidités de votre patient, vous savez qu'il y a une immunodépression et vous savez également s'il trimballe sur lui des germes multirésistants, auquel cas il faudra adapter l'antibiothérapie à ce germe multirésistant. Dans une copie d'ECN, ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est mettre une biantibiothérapie chez un patient qui a un risque de germes multirésistants systématiquement, sinon on va continuer à faire émerger une résistance. Cette bithérapie doit être adaptée aux germes présents chez le patient et en général on vous le donnera sur l'énoncé. Si on ne vous le donne pas, il faut mettre une antibiothérapie large, à large spectre contre les germes multirésistants et vous ne mouillez pas forcément si on ne vous donne pas plus d'indications. Si il n'y a pas de comorbidité, mais par contre des facteurs de risque de pneumopathie, de sensibilité diminuée à la pénicilline, le Clamoxyl à 1 g x 3 par jour risque d'être insuffisant, auquel cas il faut 2 choses. 1. Je reviens sur le calcul de la concentration minimale inhibitrice en amoxicilline dont on a parlé tout à l'heure. La CMI doit systématiquement être calculée sur un pneumocoque pour l'amoxicilline. Et 2, vous avez 2 possibilités. Soit mettre d'emblée de la rocéfine qui permet d'évacuer le risque de sensibilité diminuée à la pénicilline, à l'amoxicilline, auquel cas la rocéfine vous mettez 1 g par jour en une seule perfusion. Soit vous maintenez l'amoxicilline et auquel cas sur un pneumocoque de sensibilité diminuée à la pénicilline, la sensibilité est rétablie en augmentant les doses d'amoxicilline. Donc vous mettez à ce moment-là 2 g x 3 par jour, tout en sachant, et j'insiste bien, que l'augmentin ne permet en aucun cas de rétablir la sensibilité à l'amoxicilline, puisque ce n'est pas du tout le même mécanisme, ce n'est pas une résistance, mais vraiment une sensibilité diminuée. Donc dans ces cas-là, le PSDP, soit rocéfine, soit amoxicilline double dose, 2 g x 3 par jour, secondairement adapté à la CMI.